à tous, chers fans de hockey junior. Bienvenue à une autre édition du podcast aux quatre coins, le balado officiel de la LHJMQ. Mon nom est Maxime Vanout et aujourd'hui, on a une belle émission prévue pour vous pour une deuxième semaine de suite et j'en suis très content. On reçoit un gardien, Lukas Beckman, maintenant des Saguenayens de Chicoutimi. Comment se passe son adaptation? Entrevue fort intéressante. Restez là. Également là, aux jeunes gardiens. Bonne discussion avec Lukas sur l'aspect mental de la position de gardien. Vous n'allez pas vouloir manquer ça. Tout juste avant, bien sûr, on va faire le tour de l'actualité dans le circuit Cecchini. On va parler cette semaine avec David Brien. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la page YouTube de la LHJMQ si jamais ce n'est pas fait. Et bien sûr, le podcast est disponible sur toutes vos bonnes plateformes de balado-diffusion. Sans plus tarder maintenant, allons joindre David. Joueur qui se distingue chez les professionnels, des records un peu partout à travers la ligue et bien sûr, la course au sommet du classement qui est déjà bien entamée. On va parler de tout ça cette semaine avec David Brien qui est là aujourd'hui. David, comment ça va? Ça va super bien, toi, Max? Ça va bien? Ça va très, très bien. On parle beaucoup, David, à ce balado, et avec raison, là, des anciens joueurs de la Ligue qui se signalent, particulièrement dans la Ligue nationale de hockey ou des fois dans des événements internationaux. Mais on parle un petit peu moins des joueurs qui se signalent dans la Ligue américaine, et c'est important de le faire parce que oui, je pense qu'il... je pense. Pas mal certain que l'objectif de tous les joueurs de hockey qui atteignent un niveau comme la LHJMQ après ça, c'est de faire le saut chez les professionnels dans la Ligue nationale de hockey. Mais il y a des très, très belles carrières qui se font dans la Ligue américaine. Et c'est aussi après ça la prochaine étape pour la majorité des joueurs. Bien sûr, tu as des exceptions, mais la majorité des jeunes joueurs après ça vont passer par la Ligue de développement qui est la Ligue américaine de hockey. Mais comme je disais, tu as aussi des bons vétérans là, qui se signalent dans ce circuit-là, des anciens du circuit. On va mettre en lumière certains de ceux-ci aujourd'hui. C'est vraiment, je trouve, une belle idée de sujet aujourd'hui. Et on va commencer justement avec peut-être certains vétérans de la Ligue américaine de hockey qui ont des grosses saisons. T'as Laurent Dauphin ici avec le Rocket de Laval, un ancien des Saguenay de Chicoutimi. T'as Alex Barré-Boulet, un ancien aussi du Rocket qui est avec les Eagles du Colorado. D'abord, ces deux vétérans-là qui roulent bien leur boss, qui ont connu beaucoup de succès dans la Ligue, qui ont des très très belles saisons cette année. Ouais, mais Laurent Dauphin, tu fais bien d'en parler. C'est probablement le plus connu, si tu veux, de nos partisans, juste par le fait qu'il joue à Laval, puis qu'il a également joué là, plus de 30 matchs avec les Canadiens de Montréal, je pense que c'est en 2022 ou quelque chose comme ça. Mais dans les années récentes, Laurent Dauphin, qui en ce moment est tout feu, tout flamme, si on peut se permettre l'expression, égalité au premier rang de la Ligue américaine en termes de points. Je regardais plus tôt, là, il est en récolte de 46 en 38 matchs. Fait que, tu sais, ce qui est intéressant dans le cas de Laurent Dauphin, c'est toujours la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va avoir le grand rappel du grand club et est-ce qu'on va le voir avec les Canadiens de Montréal sous peu? Tu sais, Laurent Dauphin est un joueur de 30 ans, tout ça, fait que c'est sûr qu'en termes d'expérience, c'en est un qui en a un petit peu plus que les autres, mais je veux dire, ce qu'il fait dans la Ligue américaine en ce moment, on peut pas le passer sous silence. C'est vraiment beau à voir, tu sais, puis comme tu dis, c'est un gars qu'on aime, on veut se ranger derrière lui juste par le fait que c'est un ancien de la LHJMQ, mais tu sais aussi c'est un gars qui a été apprécié de tous ses coéquipiers partout où il a passé. De mémoire, c'est le capitaine des Saguenayens à sa dernière année dans la LHJMQ puis tout ça. Fait que de le voir à égalité au premier rang de la Ligue américaine, de mémoire comme ça, je me souviens pas, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un ancien de la LHJMQ qui brûlait le circuit comme ça. Fait que vraiment le fun à remarquer, puis le fait qu'il soit dans notre cours, qu'il joue à Laval, qu'il soit une propriété des Canadiens de Montréal, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à suivre là, dans son cas à lui spécifiquement. Là. Ouais, t'as tout à fait raison. Puis même chose pour Alex Barré-Boulet qui... Honnêtement, j'ai toujours cru que Barré-Boulet allait finir par s'établir dans la Ligue nationale de hockey, un peu à l'image de Jonathan Marchessault, de Yannick Gourde peut-être. Je croyais vraiment qu'il y avait le potentiel d'être ce genre de joueur-là qui est tellement talentueux qu'éventuellement, après de grosses saisons dans la Ligue américaine, une équipe allait finir par vraiment lui donner sa vraie chance dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, c'est toujours pas survenu. Mais lui aussi, là, il a fait un passage également dans l'organisation du Canadien l'an dernier. Mais là, avec les Eagles du Colorado cette saison, même chose pour Barré-Boulet là, qui connaît une très belle saison. Ancien des Voltigeurs, ancien de l'Armada également. Exactement. Tu sais, lui, il était à 6 points. Là, je regardais, il était à 6 points, excuse, de Laurent Dauphin. Égalité au cinquième rang de la Ligue en ce moment. Tu sais, Barré-Boulet, contrairement à Dauphin, un chemin un petit peu différent dans le sens que lui, il a été joueur le plus utile de la JMQ. Il a été le meilleur pointeur également, tout ça. Puis je me souviens, à sa première saison dans la Ligue américaine, là, il avait été recrue de l'année. Il avait également marqué le plus de buts de tout le circuit, là, avec un petit peu plus que 30 buts dans son année.
La différence entre les deux, c'est que Laurent Dauphin, c'était un choix de deuxième tour de Phoenix, je ne me trompe pas à l'époque, tandis que Barré Boulay, lui, avait attendu, non repêché, puis il avait signé son contrat d'entrée Ouais. avec l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Depuis, il a changé un peu de quelques organisations. Justement, tu mentionnais, il est venu jouer à Laval, fait qu'il était une propriété des Canadiens pendant quelques temps. Cette année, il fait le saut avec le Colorado. Puis jusqu'à tout récemment, là, ils l'ont rappelé pour jouer un match dans lequel il a amassé une passe. Fait que c'est sûr que quand il obtient sa chance, c'est à lui de faire sa marque. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un rappel, s'il est capable d'avoir des points dans la NHL, tant mieux. Mais tu sais, on le voit dans la Ligue américaine, c'est un joueur dominant. Tu mentionnais tantôt, c'est un gars qui est bourré de talent. Je veux dire, c'est un gars qui se fait remarquer match après match, tout ça. Fait que de le voir connaître du succès, c'est pas une surprise. Mais évidemment, ce qu'on souhaite pour lui, c'est que ce soit le tremplin vers la Ligue nationale, puis vers un rôle permanent, si tu veux. Je veux dire, c'est sûr que l'équipe de Colorado, qui est probablement sur papier ou statistiquement parlant C'est la meilleure ça. équipe de la Ligue nationale, c'est dur de percer un alignement, tout ça. Surtout lui, c'est un gars qui a besoin de temps, si tu veux, dans le top C'est un, 6, peut-être c'est un même. gars offensif. C'est un, Exact. c'est le genre de situation. Je trouve ça tout le temps un peu. En même temps, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, mais je me dis tout le temps que ce genre de joueur-là, justement, serait très bien servi à essayer d'aller chercher une chance au sein de peut-être une équipe. Simplement, peut-être qu'il y a moins d'expérience, moins de joueurs de talent et qui me semble serait un bon complément, justement, peut-être comme sixième attaquant, mais au sein de formations bonnes comme le Lightning où il était avant, bonnes comme l'Avalanche. Puis, tu sais, même le Canadien, OK, oui, l'an dernier, finalement, le Canadien a fait des séries. C'était pas l'ambition probablement en début d'année, mais la chose que le Canadien manquait pas, c'était de talent offensif. Tu avais déjà les Suzuki, les Caulfield, les Slavkovski, etc. Donc, c'est ce genre de joueur-là, je pense qu'il aurait simplement besoin d'être au sein de la bonne organisation. Un peu peut-être comme David Desharnais à l'époque avec le Canadien de Montréal pour rester avec les anciens de la JMQ. Mais la bonne organisation, puis c'est sûr que sur papier, on se dit, il y a une meilleure chance de percer un alignement d'une équipe qui est plus faible. Mais en même temps, la Ligue nationale, on l'a vu au fil des années, des exemples, il y en a des milliers et des milliers. C'est une question de saisir sa chance. Fait que, s'il se fait rappeler pour jouer au sein d'un des deux premiers trios de Colorado, bien évidemment, il y a des chances qu'il joue avec des joueurs pas mal meilleurs avec lesquels il n'a jamais joué dans sa vie. Fait que Bon c'est de point. là à lui, comme on dit, de saisir sa chance, profiter de la porte ouverte, puis probablement de s'établir dans la Ligue nationale. Fait que s'il continue à bien performer comme ça dans la Ligue américaine, mais on s'entend qu'il risque d'avoir un rappel. Puis quand il a son rappel, comme je mentionnais plus tôt, il a joué un match, il a eu un point, tout ça. Fait que c'est de continuer à performer à chaque fois qu'il est avec le grand club, comme on dit. Tu as parlé de tremplin. Une saison qui pourrait en être une tremplin cette saison, c'est celle de Jacob Pelletier. Il est rendu à 41 points en 35 matchs à Syracuse. Bon, Jacob Pelletier qui s'est promené dans la dernière année, donc a été réclamé l'an dernier par les Flyers de Philadelphie en provenance de Calgary, a terminé la saison dans la Ligue nationale de hockey, a signé cet été avec le Lightning. Il a réussi à jouer 2 matchs jusqu'ici cette saison en haut, tout récemment. Je pense que c'est en fin de semaine. On est le 27 qu'on enregistre aujourd'hui, donc dimanche ou samedi, il a joué un match avec le Lightning, son deuxième de la saison. Mais c'est vraiment présentement avec le Crunch à Syracuse qui connaît une belle saison. Et bien sûr, un ancien des Wildcats et des Foreurs. Oui, exact. Puis Jacob Pelletier, ironiquement, se situe entre Dauphin et Barré-Boulet dans la colonne des pointeurs. Fait que tu mentionnais, lui, c'est 41 points en 35 matchs. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas des statistiques que je peux dire qui sont surprenantes dans le sens que à chaque année, Jacob Pelletier dans la Ligue américaine fait pratiquement ça, un point par match. Fait que lui, c'est vraiment de C'est vrai. passer au niveau suivant, de s'établir, comme on disait un peu avec Barré-Boulet, en permanence. Malheureusement pour lui, là, il est encore une fois au sein d'une organisation qui a plusieurs bons joueurs puis grands noms, si tu veux, au sein de sa formation partante. Mais tu sais, lui, tout ce qu'il peut faire, Jacob, c'est la minute qu'il se fait rappeler, de prouver qu'il a sa place puis tout ça. Puis tu sais, ce qui est le fun avec un gars comme Jacob Pelletier, c'est que c'est pas le joueur le plus gros physiquement, mais il est capable de remplir plusieurs rôles au sein d'une équipe. Fait que, tu sais, oui, il est capable de mettre des points au tableau puis de performer offensivement, mais dans un rôle de troisième ou quatrième trio, il est également capable de performer. Parce que c'est quelque chose qu'il faisait dans la JMQ. C'était un des meilleurs joueurs en désavantage numérique. C'est un gars qui est capable de jouer plusieurs rôles. Il y a de la hargne, il y a du cœur au ventre, tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose pour lui de profiter de sa bonne saison en ce moment, de profiter de chaque rappel qu'il y a avec le Lightning. Puis évidemment, plus il continue à performer, à se situer, là, écoute, il est à égalité au troisième rang de la Ligue américaine. Fait qu'entre guillemets, il ne peut pas vraiment faire plus que ça pour mériter son poste dans la Ligue nationale, tout ça. Mais comme tu disais, il n'en est pas à sa première organisation. Fait que le fait qu'il commence à s'établir, à faire un nom pour lui, tout ça comme ça, ben écoute, il y a peut-être une équipe, que ce soit à Tampa Bay ou à une autre place, qui va vouloir lui donner sa chance et vouloir qu'il fasse partie de leur top 12, si tu veux, en permanence. Là.
On a parlé de vétérans. On a un Jacob Pelletier qui, peut-être à un moment où il va bientôt être à la croisée des chemins dans sa carrière. Et là, tu as quelques jeunes. Tu as Justin Robida du côté de l'organisation des Hurricanes de la Caroline. Bon, joue à Chicago, mais Chicago, Ligue américaine. Les Wolves. J'ai jamais compris pourquoi les Wolves ne sont pas le club école des Blackhawks. Fermeture de la parenthèse. Donc, bien sûr, Justin, l'ancien des Foreurs, ancien des Remparts de Québec. Il a 39 points en 36 rencontres avec les Wolves. Un joueur, je me pose la question si la transaction pour Logan Stankoven l'an passé n'est pas venue peut-être un peu lui enlever une opportunité ou quelque chose. Il y a certaines similitudes dans leur profil, 2 petits joueurs et tout ça. Il y a 39 points en 36 matchs dans la Ligue américaine, Robida. Et lui, il est rendu à quoi? Il a 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il est encore tout jeune. Il a encore beaucoup de temps pour Robida, mais lui, c'en est un. Je pense qu'il doit avoir au moins une vraie chance à quelque part. Et c'est difficile depuis quelques années de se faire une place en attaque avec les Hurricanes de la Caroline. C'est une formation qui aspire à se rendre loin en série. C'est une formation qui a du talent. T'sais, on a juste à penser au frère de Nick Suzuki, qui est un choix de première ronde de l'organisation, qui n'a jamais réussi à percer. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour Justin. Mais en attendant, là, vraiment, il fait tout ce qu'il peut pour mériter que... Tu le disais... Si ce ne sera pas les Hurricanes, peut-être qu'une autre formation, à un moment donné, va se rendre compte de ce qu'il fait dans la Ligue américaine et va vouloir lui donner une chance et il continue de très bien faire. Exact. Tu sais, je veux dire, le nom, évidemment, peut sembler connu aux partisans qui nous écoutent en ce moment. Tu sais, Robida, c'est le fils à Stéphane. Mais je veux dire, c'est quelque chose que, tu sais, il était... Comment je pourrais dire? Il y avait beaucoup de doutes à son égard dans le sens qu'il était peut-être pas le meilleur patineur, qui était un peu plus petit. Je pense qu'il est 5 pieds 8 dans ces environs-là. Mais tu sais, en ce moment, il donne espoir à plusieurs joueurs de notre ligue et des autres ligues partout sur la planète, dans le sens que c'est un joueur de plus petit gabarit qui sait tirer son épingle du jeu. Je veux dire, lui, c'est un choix de 5e tour par les Hurricanes et tout ça. Fait que, tu sais, on voit vraiment que être repêché, c'est la première étape. Après ça, c'est ce que tu vas en faire avec. Mais tu sais, je me rappelle de lui quand il jouait tant avec les Remparts qu'avec Val d'Or. Tu sais, il se démarquait par son QI hockey. C'est un gars qui est tellement intelligent avec et sans la rondelle, tout ça. Fait que ça n'a jamais été le gars le plus flashy, avec le plus de skill ou avec la plus de vitesse, tout ça. Mais vraiment un gars qui est toujours bien positionné, qui est aussi bon offensivement que défensivement. Il est expert en mise en jeu, tout ça. Fait que c'est vraiment ce profil de joueur-là. Là, tu mentionnais l'organisation de la Caroline. Je sais qu'il y a plusieurs experts qui reprochent à chaque année aux Hurricanes d'être peut-être un peu plus petits, un peu plus fragiles comme équipe. T'sais, ils n'iront jamais loin en playoff parce qu'ils sont bons avec des physiques un peu plus petits. Mais Justin Robida, je pense qu'il a eu un rappel l'année passée. Il a marqué aussi également dans la Ligue nationale, tout ça. Fait qu'il attend juste ça d'avoir sa chance. Fait que justement, de venir remplir un rôle un peu. Évidemment, les chaussures sont plus grandes à remplir, mais tu sais, un Sébastien Aho, qui est un centre de plus petit gabarit avec la Caroline, tu mentionnais un Stankoven. Tu sais, des joueurs qui sont de plus petits gabarits, mais qui ont beaucoup de talent. C'est quelque chose qui fonctionne en Caroline, du moins en saison régulière, parce qu'ils ont un système de jeu qui est pour ça. Puis je pense que, tu sais, Justin Robida, ce serait le genre de joueur qui excellerait dans ce système de jeu-là par son intelligence, comme je disais tantôt, par son bon positionnement, tout ça. Fait que, tu sais, un peu comme les autres joueurs, il attend juste d'avoir sa chance, ce kid-là. Fait qu'on s'entend qu'on se range derrière lui, il est encore jeune, il y a des belles années à venir devant lui. Mais ce qu'il fait en ce moment, écoute, à égalité au 8e rang là, des pointeurs de la Ligue américaine, plus qu'un point par match, tout ça, il faut avouer que c'est quand même impressionnant là, ce qui se passe avec lui et avec l'équipe de Chicago. On parle bien sûr d'anciens joueurs de la Ligue et jusqu'ici, on a parlé de joueurs québécois, mais pas juste des Québécois qui se signalent dans la LHJMQ et qui utilisent la Ligue de hockey junior majeur, junior maritime Québec pour se rendre à leur prochaine destination. Matvei Gridin n'aura joué seulement qu'une saison finalement avec les Cataractes à Shawinigan parce que du côté de Calgary, on a décidé d'utiliser là, cette règle qui permet aux joueurs européens de jouer à 19 ans dans la Ligue américaine de hockey. Et ben autant c'est pas nécessairement le fun pour les Cataractes de Shawinigan de ne pas avoir eu droit à Matvei Gridin une deuxième saison de suite, autant clairement on voit qu'il était prêt. 28 points en 32 matchs à sa première saison dans l'organisation des Flames. A eu droit à quelques rencontres dans la Ligue nationale de hockey. 3 points en 9 matchs, donc il a disputé là, ses premiers matchs avec le club en haut. Pas une bonne saison pour les Flames malheureusement, mais pendant ce temps au moins on sait qu'on a un très très bon jeune joueur en Matvei Gridin avec un très très haut potentiel offensif qui déjà est en train de se concrétiser dans la Ligue américaine.
Ouais, puis à ce jour, je veux dire, je pense que les Flames, c'est une des équipes qui se fait le plus jaser d'elle en ce moment, dans le sens qu'ils vont peut-être liquider à la date limite des transactions, tout ça, fait que possiblement une ouverture au sein de l'alignement partant pour Matvei Gridin. Mais tu le mentionnes, c'est un gars qui est venu dans la JMQ l'année passée, qui a pris quelques semaines, pas dire quelques matchs, là, pour s'ajuster, tout ça, peut-être aux patinoires nord-américaines, puis des trucs comme ça. Mais la minute qu'il a pris feu, c'était magnifique à voir. Je veux dire, il était lui-même uniquement responsable des succès de Shawinigan l'année passée. Tu mentionnais l'autre perte pour eux, qui s'attendait peut-être à ce qu'ils reviennent cette année. Mais avec ce qu'il fait dans la Ligue américaine, je pense qu'il est en train de prouver qu'il est prêt pour le prochain niveau. Puis, je veux dire, tu mentionnes les joueurs qui viennent ici. Puis, tu as un autre qui fait sensation en ce moment dans la Ligue américaine, c'est Nikita Alexandrov. Fait que deux joueurs d'origine russe qui ont emprunté le chemin de la LHJMQ avant de graduer, tout ça. Mais dans le cas de Gridin, je veux dire, c'était magnifique à voir l'année passée. Il est en nomination tant pour la recrue de l'année, tout ça, pour des honneurs individuels. Mais il a aussi procuré du succès à l'équipe. Fait que ça va être le fun de voir lui comment il progresse. Non seulement, là, on parle d'une recrue dans la Ligue américaine, mais pour les années à venir. Fait qu'un moment donné, vient son temps, ils ne pourront pas le garder dans la Ligue américaine indéfiniment s'il continue à performer comme ça. C'est vraiment un gars qu'on va prendre plaisir à suivre. Puis, écoute, il est encore d'âge junior. Fait qu'on s'entend que s'il est à quasiment un point par match dans la Ligue américaine, l'avenir est assez prometteur dans son cas à lui. Là. Voilà pour quelques joueurs, quelques anciens joueurs de la LHJMQ qui se signalent présentement dans la Ligue américaine de hockey. Vous allez bien sûr là, pouvoir continuer à suivre certains d'entre eux qui, je suis convaincu, vont atteindre le niveau professionnel de façon permanente dans les prochaines années. Pluie de records dans les derniers jours, David. Et on commence derrière le banc lorsqu'Olivier Baudry a marqué en prolongation pour porter les Voltigeurs à une victoire sur les Moussettes d'Halifax dimanche. Ça donnait à Sylvain Favreau sa 200e victoire comme entraîneur-chef dans la LHJMQ. Et il atteint ce plateau en 306 rencontres. Et c'est un nouveau record. Donc, Sylvain Favreau qui Ouais. devient l'entraîneur-chef qui atteint le plateau des 200 victoires le plus rapidement dans l'histoire de la Ligue. D'ailleurs, le hasard qui fait très bien les choses. Sylvain Favreau qui atteint ce record là où sa carrière derrière le banc dans la Ligue a commencé avec les Moussets d'Halifax. Et même si c'est pas sur la glace, entre les poteaux, battre un record qui appartenait à Patrick Roy, c'est toujours quelque chose qu'on peut se vanter. Ça se glisse bien dans une conversation. Ça, ouais, moi, j'ai battu Patrick Roy pour quelque chose. Patrick Roy était l'ancien détenteur du record. Il avait 200 gains en 315 parties. Il avait ce record depuis 2010 quand même. Ouais, exact. Fait comme tu mentionnes, 200 victoires en 306 versus 200 victoires qui est en 315. Fait quand même des chiffres qui sont relativement proches. Mais tu fais bien de mentionner Halifax, parce que c'est là où tout a commencé pour Sylvain Favreau. Une équipe qui avait mené jusqu'en finale, malheureusement, n'avait pas obtenu son titre. Mais depuis qu'il est arrivé dans la JMQ, il connaît que du succès. Ses équipes ont pour ne pas dire surperformé. Je veux dire, ce qu'il a fait avec Halifax, c'était une équipe qui était à maturité, mais à ses premières années avec Drummondville, déjà, il les a mis sur la map, tout ça. Gagné un championnat également avec les Voltigeurs, tout ça. Fait qu'à chaque année, il y a des équipes qui sont dans le haut du classement. Fait que c'est sûr que ça aide à aller chercher des records comme ça. Là, ce sera un débat pour un autre jour, à savoir des records d'entraîneurs, ce qu'on appelle ça des honneurs individuels ou des records d'équipe. Mais pour l'instant, c'est un honneur individuel qui est vrai. Tu fais bien de souligner tout ça. Parce que, écoute, des entraîneurs dans l'histoire de la LHJMQ, on en a eu plusieurs excellents, beaucoup qui ont gradué au niveau supérieur et tout ça. Mais tu sais, on parle de lui qui bat le record de Patrick Roy. Avant ça, c'était Serge Beausoleil qui détenait la marque, qui l'avait fait en 200 victoires en 320 matchs. Fait que c'est tous des gars qui se situent entre les 300, c'est quoi, c'est 306 et 320 games pour atteindre les 200. Fait que c'est des gros noms. Mais je veux dire, Sylvain Favreau est en train de faire une marque sur la JMQ dans le sens que, écoute, si ça continue comme ça, il va s'attirer les regards des équipes de la Ligue Ah nationale, tout ouais. ça. On va profiter du fait qu'il soit là et qu'il continue à établir des records dans notre circuit. Mais tu sais, même sur la scène internationale, si tu veux, il a commencé à graduer des échelons également avec Hockey Canada. Il a commencé comme adjoint au moins 17 avant d'être coach en chef au moins 17. Après ça, il a été coach adjoint au Linka où est-ce qu'il a gagné une médaille d'or. Puis là, jusqu'à tout récemment, cette année, il était un entraîneur adjoint pour le U20 là, au Mondial Junior. Fait que, il a des regards sur la scène internationale. Fait qu'on s'entend que naturellement, la Ligue nationale aussi va commencer à regarder de son côté. Mais on parle juste l'année passée, ce que les Voltigeurs ont fait en saison régulière, ça en a surpris beaucoup plus d'un. Il n'y avait aucun expert qui les mettait où est-ce qu'ils étaient, puis ils ont finalement gagné leur division. Puis cette année, écoute, les Voltigeurs sont en première place dans l'association Ouest. Je sais qu'on va y revenir plus tard dans nos discussions, mais ce qui se passe en ce moment à Drummondville est incroyable.
Puis, écoute, comme je dis, on va en parler tantôt, mais c'est littéralement ce qui se passe derrière le banc qui est en train de changer un peu l'allure de cette équipe-là. Fait que Sylvain Favreau, chapeau, nouveau record de ligue, tout ça. Fait qu'à quand le prochain qui va se rendre à 200 victoires en moins de matchs, on peut pas le dire aujourd'hui, mais évidemment, plus la marque est améliorée, plus ça va être dur à battre. Fait que, comme je disais, chapeau à Sylvain Favreau, là, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait depuis qu'il s'est joint à la LGMQ. Ouais, puis tu fais bien de mentionner ce qu'il fait depuis 2 ans parce que oui, effectivement, dans un circuit de développement, un circuit où il y a des cycles clairement établis, euh, être au bon endroit au bon moment peut aider. Je veux dire, je veux absolument rien enlever aux entraîneurs-chefs qui font de l'excellent travail un peu partout à travers le circuit, là. Mais c'est vrai Ouais. qu'être au bon endroit au bon moment peut contribuer. Mais tu as tout à fait raison que depuis 2 ans, ce qu'il fait est phénoménal parce que justement, il n'était pas au sein d'équipe qu'en début de saison, on regardait en se disant c'est une équipe qui va terminer nécessairement très haut au classement. L'an passé, on avait quand même encore de très très bons joueurs qui avaient gagné l'année d'avant, mais cette année, je veux dire, en début de saison, lorsqu'il était à ce balado, on parlait à mots couverts d'une reconstruction qu'on ne voulait pas dire très très fort du côté des voltigeurs, mais une jeune équipe donne des responsabilités à tout le monde. C'est vraiment un travail phénoménal. Phénoménal qu'il fait Exact. avec les Sylvain voltigeurs. nous écoute en ce moment, écoute, qui touche du bois, mais à ce jour, j'ai jamais entendu un commentaire négatif à son sujet, que ce soit du personnel des équipes ou des joueurs qui coachent. Tout le monde semble l'apprécier. C'est un gars qui est honnête, qui est généreux de son temps, qui est bon, qui prend le temps de coacher les joueurs, que ce soit tant pour l'équipe que des cas individuels, tout ça. Fait qu'on s'entend que peu importe ce qu'il fait, sa stratégie, ça fonctionne bien. Fait qu'il continue sur cette voie-là, puis on est tous derrière lui, c'est sûr, là. L'excellente saison de Justin Carbonneau se poursuit et il est maintenant le meilleur pointeur de l'histoire de l'Armada de Blainville-Boisbriand avec 221 points. C'est Jonathan Fauchon qui avait l'ancienne marque. Justin qui va avoir le temps en plus d'améliorer celle-ci là, d'ici la fin de la saison. 35 buts maintenant pour Justin là, qui continue, même si, bien sûr, a disputé moins de rencontres, là, continue à se battre pour le sommet des buteurs de la Ligue. Ouais, exact. 35 buts, tu fais bien de le mentionner, parce que c'est en 40 matchs. Fait qu'on s'entend qu'il est vraiment en feu en ce moment. Il prend possiblement une saison de plus de 50 buts dans son cas. Tu dis, évidemment, c'est un record de franchise qui va continuer à améliorer plus la saison se joue. Là, je pense qu'on est pas loin où on vient de franchir le 2 tiers de la saison. Fait qu'il reste encore une vingtaine de matchs à aller chercher ça. Dans le cas de Carbonneau, je veux dire, c'est un secret qui n'est pas un secret. C'est un marqueur naturel. Choix de premier tour des Blues de Saint-Louis. Fait que tu mentionnais, c'est Jonathan Fauchon qui avait la marque avant de 220 points. Fait qu'à 221, il dépasse. Ce qui est le fun dans leur cas, c'est que c'est deux joueurs qui sont issus du programme des Chevaliers de Lévis. Fait qu'ils viennent du même coin dans la région de Québec, tout ça. Fait que de surpasser un gars Et, qui a joué pour le même programme M18, c'est quand même impressionnant pour lui. et Puis Fauchon écoute, qui a été un mentor pour Carbo. Il le mentionnait l'an passé là, au balado. exact. Fauchon, dans le fond, qui a joué à Blainville avec Carbonneau, tout ça, avant d'être échangé là, à la date limite à Rimouski pour aller essayer de remporter un titre avec eux. Mais écoute, c'est vraiment phénoménal ce que Justin Carbonneau il fait. On va parler un peu de l'Armada tantôt, mais je dis, il est bien entouré, mais c'est ce qu'il fait, c'est un rythme effréné. Il marque, je dirais, à chaque match que pratiquement, c'est pas plus d'un but à chaque fois. Fait que c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Puis écoute, peut-être une petite crotte sur le cœur, notre Carbo, d'avoir été ignoré par l'équipe nationale junior. Mais évidemment, Avec raison. oui, avec raison, parce que pour une équipe qui avait de la misère à marquer des buts, il aurait peut-être pu l'utiliser. Mais écoute, il est vraiment tout feu, tout flamme, incroyable à suivre son histoire et tout ça. Puis évidemment, il fait partie d'une des meilleures équipes du circuit. Fait qu'il va avoir les projecteurs sur lui tout ça d'ici la fin de la campagne. Fait qu'on va souhaiter que ça continue et que ça se poursuive pour lui. Puis qu'évidemment, le record de franchise soit au plus haut qu'il peut se rendre. Vous aurez compris, bien sûr, que quand je dis avec raison, c'est là une crotte sur le cœur et pas avec raison qui a été laissée de côté. Je tiens juste à ce que ce soit clair. Et du côté des Wildcats de Moncton, on parle beaucoup des Wildcats en tant qu'équipe. On parle bien sûr beaucoup de Caleb Desnoyers, mais tu as beaucoup de joueurs là, qui signalent au Nouveau-Brunswick jusqu'ici cette saison. Et entre autres, le défenseur américain. On parle beaucoup de ces fameux Américains des Wildcats de Moncton. Tommy Blyle, maintenant, qui a 2 records de concession à Moncton, donc le plus grand nombre de passes et de points pour un défenseur recru. 44 passes, 51 points. Ouais, exact. Tu sais, je pense à mon dernier passage ici, qui était ironiquement l'épisode avec Caleb Desnoyers. On avait parlé de tous les joueurs américains qui ont. Fait qu'évidemment, c'est des joueurs un petit peu plus méconnus, si tu veux, du public cible de la JMQ. Mais Tommy Blas, ce qu'il fait en ce moment, c'est incroyable.
Jusqu'à tout récemment, là, je pense sur la dernière liste de la centrale de la LNH, il était classé 35e espoir, mais s'il continue comme ça, écoute, c'est sky is the limit, comme on va dire. Il continue d'impressionner. Ce qui est le fun pour lui, dans le fond, c'est la marque de Jordan Spence qui a battu avec son 50e point dans la saison, puis sa 44e passe également. Jordan Spence, qui en ce moment est en train de faire un nom pour lui-même dans la Ligue nationale. Là. Je pense qu'il est avec les Sénateurs d'Ottawa et tout. Fait qu'évidemment, d'aller chercher des marques au sein d'une franchise, tout ça pour une recrue. C'est toujours un petit bémol, là, Tommy Blas, sa saison de 18 ans. Fait que c'est sûr qu'il est probablement un petit peu plus vieux que d'autres recrues qui ont passé par les Wildcats avant. Mais Vrai. écoute, 7 buts, 44 passes pour 50 points déjà cette année. C'est vraiment le fun. Puis comme on dit, c'est que ça va attirer l'attention des équipes de la Ligue nationale pour lui. Puis peut-être même justement l'année prochaine, là, on parlait du mondial junior avec Carbo, mais si les Américains veulent venir piger dans la GMQ. Je sais que c'est quelque chose qu'ils font assez rarement, mais je veux dire, écoute, ils peuvent pas ignorer un gars qui produit à ce rythme-là non plus. Puis, je sais qu'ils l'ont fait par le passé, ironiquement, avec les Wildcats aussi. Là, on se rappelle un petit Connor Garland qui avait des saisons de 100 points qui était ignoré par les programmes américains. Mais Tom Eblard, en ce moment, fait tout en son pouvoir pour non seulement attirer l'attention du USA Hockey, mais également attirer l'attention de tous les dépisteurs de la Ligue nationale. Il est en première place chez les pointeurs du circuit, je parle à la GMQ en ce moment. Fait qu'évidemment, quand tu finis meilleur pointeur des défenseurs de la Ligue, tu risques d'attirer pas mal de regards. Fait que vraiment impressionnant ce qu'il continue à faire. Puis évidemment, il se range derrière une des meilleures équipes du circuit. Fait que c'en est un autre là, qu'on va pouvoir suivre jusqu'à la fin de l'année. Probablement avec un long parcours en série aussi. Avant de conclure, David, je veux qu'on parle de la course au sommet dans les deux associations, Ouest et Est. C'est deux histoires complètement différentes. Dans l'Ouest, tu as seulement 4 points qui séparent les voltigeurs au premier rang, des Huskies de Rouyn-Noranda au quatrième rang. Et ben, d'ailleurs, Armada, Cataract et Husky ont tous un match en main sur les voltigeurs de Drummondville. En termes de pourcentage de points, il faut qu'ils gagnent ce match en main-là, mais l'Armada qui a le plus haut pourcentage de points obtenus. Ouais. Ça va vraiment être fascinant. Commençons avec l'Ouest, on ira dans l'Est après, là, où c'est une histoire complètement différente. Mais ouais, donc tu as 4 équipes qui se battent. On regarde beaucoup les voltigeurs et l'Armada, ceci étant dit. Du côté de l'Armada, soyons honnêtes, on aimerait bien voir cette équipe avec tous ces éléments dans les bonnes conditions. Après ça, c'est ça une saison de hockey. Il faut que tu gères ces éléments-là. Il faut que tu gères les blessures. Il faut que tu gères les absences également qu'il peut y avoir pour autres raisons dans la LSJMQ, que ce soit des joueurs là, qui vont à des matchs, à des championnats juniors, etc. etc. Mais l'Armada qu'on voyait très, très gros en début de saison, rien n'est fait là, en ce qui a trait à obtenir le premier rang de l'association à ce stade de l'année. Oui, exact. Présentement, deuxième dans l'association, juste derrière les voltigeurs. Mais tu sais, l'Armada, comme tu disais, était probablement les favoris en début d'année pour remporter les grands honneurs. Tu sais, période de transaction assez fructueuse aussi de leur côté, parce que tu parlais des nombreuses blessures qu'ils ont, mais probablement outre Xavier Villeneuve, leur meilleur défenseur, c'est Spencer Gill qui a disputé juste 2 matchs jusqu'ici cette saison. Fait que est-ce que ça va être un retour au jeu prochainement dans le cas de Gill, là, qui est un espoir des Flyers de Philadelphie? On ne le sait pas, mais en même temps, à la date limite des transactions, ils ont mis la main sur Jan Golicic, qui est un défenseur monstre là, qui est avec les Olympiques de Gatineau, qui s'acclimate très bien avec l'Armada. Il est à pratiquement 1 point par match, fait qu'il a de remplir un peu ce rôle-là en attendant le retour de Gill. Puis évidemment, une fois que Gill sera de retour, mais ça sera encore plus de profondeur pour l'Armada. Mais tu sais, évidemment, retour au jeu également de Bill Zonon. Juste avant, je pense, la période des fêtes, mais depuis la pause des fêtes, il est complètement en feu, Zonon. Je pense que c'est 21 points. Je l'avais noté plus tôt, là, il est en feu. C'est ça, 21 points à ses 15 derniers matchs. 8 matchs de suite avec 1 point dans son cas. Là, lui qui est un espoir de première ronde des Penguins de Pittsburgh. Fait que Zonon est en feu tout ça. On a parlé de Carbonneau qui marque, qui est pratiquement à chaque match. Mais aussi, fait intéressant, c'est que 2 joueurs qu'on parle un petit peu moins dans leur organisation, en Vincent Desjardins et Matteo Nobert, qui sont actuellement à l'égalité à 56 points comme les 2 meilleurs pointeurs de l'équipe. Je sais que Desjardins là, connaît des moments assez incroyables. Je pense qu'il a marqué la moitié de ses buts dans le dernier mois. Fait que lui, c'est un mois de janvier assez productif pour lui. Puis Matteo Nobert, lui, qui appartient aux Golden Knights de Vegas, qui est, écoute, un joueur assez complet, je dirais, qui est capable de mettre des points au tableau, qui a de jouer défensivement, un bon marchand de vitesse, un joueur intelligent, tout ça. Fait que vraiment un beau noyau qui est formé à Blainville, qui sont, écoute, on va le dire, là, dans la course avec les voltigeurs, 4 points d'écart entre les 4 premières équipes, comme tu as mentionné tantôt. C'est vraiment le fun à suivre dans leur cas. Mais je pense que l'acquisition clé pour eux, c'était d'aller chercher un gardien numéro 1. Ils ont Jacob Milota pour qui il avait transigé
en début d'année qui est également blessé. Fait qu'ils sont revirés de bord, puis ils sont allés chercher William Lasselle Ouais. de l'Océanique. Lasselle, qui est probablement un des plus beaux espoirs gardien de but de la Ligue cette année, lui et Yann Maris avec les Voltigeurs, ironiquement. Fait que Lasselle, depuis qu'il est arrivé, écoute, c'est vraiment un changement de garde là, devant le filet. Il a pris ses repères, tout ça. Je sais que tu l'as reçu récemment dans les épisodes, tout ça. Fait que vraiment un bon kid, tout ça, avec une bonne tête sur les épaules. Fait qu'il cherchait ce gardien de but numéro 1 là. Ils l'ont eu. Fait qu'évidemment, le reste, ça leur appartient. Mais d'ici la fin de l'année, ça va être vraiment le fun de suivre la course entre ces deux équipes-là. Puis, ça, je vais te laisser mettre la table si tu veux pour les Voltigeurs, mais encore une fois, eux autres aussi, c'est super impressionnant ce qui se passe de ce côté-là. Là. Ouais, les Voltigeurs, entre guillemets, qui résistent à l'Armada, parce que l'Armada est quand même 6-0-1 à ses 7 derniers matchs. Puis, tu sais, ben justement, on le dit souvent, à ce stade-ci de l'année, c'est là où tu commences à voir un peu plus là, qui va peut-être, entre guillemets, manquer de souffle ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, les Huskies de Rouyn-Noranda, fantastique saison jusqu'ici. Et là, tranquillement, pas vite. Tu sais, seulement 3 victoires à nos 10 derniers matchs. Pendant ce temps, d'ailleurs, simple petit mot pour souligner la belle séquence des Foreurs de Val-d'Or qui ont 8 victoires à leurs 10 derniers matchs, qui eux aussi sont en train de remonter au classement. Mais ouais, les Voltigeurs de leur côté, c'est le jeu à 5 contre 5 et le travail collectif des Voltigeurs qui est absolument phénoménal. Oui, puis tu fais bien de parler du jeu à 5 contre 5 parce que l'ironie de la chose, c'est qu'ils ont le deuxième pire avantage numérique de la Ligue, le deuxième pire désavantage numérique de la Ligue, mais c'est l'équipe la plus disciplinée. Fait qu'ils ne coupent pas de beaucoup de punitions. Fait qu'à ce niveau-là, c'est quand même le fun à voir. Puis honnêtement, très surprenant. Une équipe qui est en première place d'association, mais qui a le deuxième pire avantage numérique. Des avantages numériques, ça peut arriver, mais en avantage, c'est quand même là qui se marque beaucoup de buts. Fait que ça revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, où est-ce que le coaching est un élément important. Fait que ce que Sylvain Favreau réussit à faire avec ses troupes, c'est franchement impressionnant. Les voltigeurs, c'est plate à dire, j'aime pas ça utiliser cette expression-là, mais ils n'ont pas vraiment de joueurs vedettes. Fait que c'est vraiment un ensemble, un collectif qui est capable de performer. Fait que c'est vraiment le fun à voir. Puis l'autre chose qui est surprenante, c'est qu'eux, ils se retrouvent actuellement avec 2 gardiens de but recrues entre les poteaux, dont Yann Laris, qui est actuellement le quatrième, je pense qu'il est le quatrième plus bel espoir en Amérique du Nord en vue du prochain draft. Mais 2 gardiens de but recrues, une équipe qui est en première place, déjà là, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Puis on parlait tantôt de transactions, mais les autres, à la date limite, pas vraiment bougé. Ils sont allés chercher Lou Lévesque, qui est un vétéran de Rimouski. Un petit peu plus qu'un point par match depuis son arrivée. Puis leur grand retour, tu l'as mentionné aussi tantôt avec le but gagnant, mais c'est Marc-Olivier Baudry, qui est un défenseur de 20 ans, qui lui aussi a un point par match depuis son retour, fait qu'il vient solidifier un peu la défensive et la ligne bleue. Fait qu'encore une fois, sur papier, c'est Alessia le meilleur pointeur de l'équipe en ce moment. Il n'y a pas vraiment de gros noms de joueurs super importants draftés par les équipes de la Ligue nationale ou des espoirs de premier plan comme ça. Fait que c'est vraiment un collectif, un effort d'équipe qui fait en sorte que les voltigeurs ont du succès. Fait qu'à force égale, c'est là qu'ils se démarquent. Puis écoute, c'est une équipe qui est le fun à voir. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais, comme le fait qu'il n'y ait pas vraiment un joueur qui se distingue du lot, mais c'est vraiment là qu'on regarde la profondeur, tu sais, tout ça. Fait que c'est une belle équipe en tant que telle. Puis écoute, le succès vient avec la confiance vient avec le succès. Là. Ce sera un débat qu'on pourra avoir un autre jour, mais vraiment une équipe qui est en pleine confiance en ses moyens en ce moment. Là. Et dans l'Est, avec tout le respect que j'ai pour les Eagles du Cap-Breton, c'est une histoire de 2 équipes. Les Wildcats de Moncton, les Saguenayens de Chicoutimi. Peut-être au moment où on se parle, là, dans l'instant même, les 2 meilleures équipes du circuit. Là, je parle en termes d'état des forces actuelles, de power ranking, disons ça ici. Les Wildcats qui ont 9 victoires à leurs 10 derniers matchs. Les Saguenayens également qui sont 8-2-0. Bon, ça, c'est l'histoire de leur saison. Les Wildcats, la montée de leur saison est assez phénoménale. On le savait en début d'année. Il y avait des blessures, il y avait des joueurs, des camps professionnels, etc., etc. On savait que c'était pas... ce qui allait être la saison des Wildcats, mais quand même, ça a pris un peu plus de temps et on est monté en puissance à travers cette saison-là. Et les Saguenayens, on le savait. Et là, en plus de ça, on a continué d'ajouter à la date limite des transactions les Saguenayens qui ont été l'équipe la plus active là, en termes d'acquisition. Et moi, je suis convaincu que l'arrivée de Lucas Beckman va peut-être être ce qui va peut-être donner le petit edge aux Saguenayens de Chicoutimi. Mais bon, ça, c'est l'ancien gardien de but qui parle, là, qui le souhaite. Mais non, ça va être une très, très belle course, autant pour le premier rang crucial de l'association en vue de bien se positionner pour les séries. Et après ça aussi, ça va être intéressant à surveiller. Ces 2 formations-là qui ne se concèdent pas un pouce sont à 2 points l'une de l'autre. Et 2 points, mais les Wildcats ont un match en main. S'ils devaient le gagner, ce serait carrément une égalité. Ouais, puis ils viennent de s'affronter pour la première fois de la Ouais. saison dans la dernière semaine aussi, comme ça, des matchs très chaudement disputés.
Fait qu'on s'entend que tu mentionnais tantôt une puissance, les Sags. Si c'était pas l'Armada, le monde y voyait Chicoutimi remporter les grands honneurs en début de saison. Mais les Saguenayens, on s'entend, c'est quand même super impressionnant ce qu'ils sont en mesure de faire. En ce moment, eux autres, ils mènent la ligue en avantage numérique, ils ont le meilleur désavantage numérique, ils ont le plus de buts pour, ils ont le moins de buts contre. Fait que, vraiment, les grandes catégories offensives d'équipe, ils les dominent. Puis, tu parlais de les acquisitions qu'ils ont faites à la date limite des transactions. Là, je pense à Jordan Tourigny, à Thomas Lavoie, à Xavier Bernard. Tu viens d'ajouter 3 défenseurs de premier plan à ton équipe. Il y en avait 6 par soir, des fois 7. On s'entend, tu viens d'ajouter 3 gros, pour pas dire énormes morceaux à cette équipe-là. Tous des gars qui ont pratiquement un point par match depuis qui sont joints à la formation. Puis Lucas Beckman entre les poteaux, mais si c'était pas le meilleur gardien de but de la ligue, c'en était un des top 3, top 5, mettez-les où vous voulez. Là, ce sera un débat que va laisser les experts avoir. Mais évidemment, les autres, ce qu'ils font, c'est phénoménal. Pour ne pas dire l'équipe à battre en ce moment, comme je disais tantôt, là, ils sont mesurés à Moncton qui ont été capables de soutirer une victoire. Là, de mémoire, c'était 3-2, fait que c'était quand même des matchs assez serrés. Mais ce qu'ils font, là, c'est impressionnant. Puis ce qui est un fait intéressant avec Chicoutimi, c'est que c'est une des villes ou un des arénas qui est le plus difficile où jouer quand on est sur la route. Puis les autres, il leur reste 12 leurs 20 matchs à domicile. Fait qu'on s'entend qu'ils peuvent encore plus améliorer leur classement overall. Tu mentionnais tantôt Lheureux, puis Moncton, puis Chicoutimi là, qui mènent dans l'Est. Je pense qu'ils ont 13 points d'avance sur Cap-Breton en ce moment. Fait qu'ils vont juste creuser cet écart-là, avoir l'avantage de la glace, puis tout ça. Puis pour un petit mot sur Moncton, évidemment, les plus passionnés de nos partisans vont se rappeler que c'est eux qui ont gagné l'année passée. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de creux de post-championnat, tout Pas ça. de Ils sont lendemain de encore veille. Non, exact, pas de lendemain de veille. Ils sont encore au top du classement. Puis une équipe qui n'a pas vraiment bougé à la date limite des transactions. Sont allés chercher 2 joueurs de 19 ans là, dans les dernières semaines. Là. Un, Gavin Cornford, qui a fait couler un peu d'encre parce que lui, au lieu de. Il a quitté l'NCAA, dans le fond, le bon programme de Boston College, pour venir se joindre aux Wildcats. Puis il y a une super bonne acquisition. Là. Aux dernières nouvelles, il jouait sur le premier trio en compagnie de Caleb. Puis il y a 8 matchs, 8 points. Fait qu'on ne peut pas se plaindre à ce niveau-là. Puis un autre nom que, bien franchement, je ne connaissais pas du tout et probablement très peu de monde connaissait, mais un Liam Bursaw qui jouait dans la BCHL a disputé une seule rencontre à date, puis un but, une passe. Fait que quand même des débuts assez intéressants. Fait que ça va être le fun de voir justement les nouveaux venus, comment ils se mélangent à tout ce mélange bien établi, si tu veux, des Wildcats. Tant des joueurs américains, on parle, écoute, Rudy Guimond, ce qu'il fait entre les poteaux, encore une fois, est exceptionnel. L'espoir des Red Wings qui a des statistiques. Écoute, l'année passée, il n'avait pas perdu une seule fois en temps réglementaire. Cette année, je pense que c'est moins de 5 défaites. Fait que c'est vraiment phénoménal ce qui se passe à Moncton. Puis encore une fois, les autres visent un championnat. Fait que 2 championnats consécutifs, ça s'est rarement vu dans l'histoire de notre ligue. Puis ce serait franchement impressionnant, là, on peut se le dire entre toi et moi. Ouais, il y a encore beaucoup de hockey à jouer d'ici là, mais on est en excellente position du côté des Wildcats pour à tout le moins se donner une chance de compétitionner pour le trophée Gilles Courteau. David, un énorme merci. C'était bien plaisant cette semaine. J'espère que vous avez apprécié là, ces actualités à travers le circuit. Et maintenant, de notre côté, eh bien, c'est le temps de l'entrevue de la semaine, une entrevue fascinante avec le nouveau gardien de but des Saguenayens de Chicoutimi, Lucas Beckman. Et je me trouve chanceux cette semaine parce que ça a pris 1 an avant qu'on ait des gardiens de but à ce balado. Et là, 2 de suite, je me suis gâté sur les invités dernièrement. Et c'est le nouveau gardien des Saguenayens de Chicoutimi, Lucas Beckman, qui se joint à la conversation. Lucas qui a commencé là, tout récemment à jouer avec les Saguenayens, à disputer ses 2 premiers matchs. Lucas, comment ça va? Super, et toi? Ça va bien? Ça va bien. Merci beaucoup de prendre le temps. C'est super apprécié. Comment ça se passe d'abord, ton arrivée avec les Saguenayens de Chicoutimi? Quand même, beaucoup de changements pour toi. En même temps, tu n'as pas déménagé trop loin. Faut dire que de ce côté-là, tu es quand même bien tombé là, de Bécomo à Saguenay. Mais point de vue hockey, point de vue adaptation hors glace, comment ça se passe pour toi, là, tes premières semaines avec les Saguenayens? Je dirais que ça se passe vraiment bien. Tu sais, je connaissais déjà beaucoup des gars sur cette équipe. Soit j'ai grandi avec, contre eux. Alors, tu sais, puis aussi le monde que je connaissais pas, nos leaders, tu sais, Vermette, Berthelot, ils m'ont vraiment bien accueilli. Puis tu sais, hors glace, la ville est vraiment belle. Tu sais, c'est un peu plus grand que Bécamo. Pas au même niveau que Montréal, que, tu sais,
moi, je suis de Montréal, tu sais, je suis habitué à des grandes villes, mais tu sais, ça se rapproche, puis à date, non, j'aime vraiment ça ici, puis je suis content d'être ici. T'es passé quand même d'une situation, disons particulière. T'es passé de l'équipe qui était au dernier rang de l'association S à celle de premier rang. Comment tu vis ça présentement? Parce que c'est sûr que là, les attentes changent du tout au tout pour toi en passant du Drakkar de Bécomo au Saguenay de Chicoutimi. Comment ça se passe pour toi là, comme ça de te retrouver dans une équipe qui a des très très grosses ambitions cette année? Ben, tu sais, moi, je suis un compétiteur, je veux gagner, j'ai toujours voulu gagner, puis tu sais, j'ai une chance pour gagner ça, puis tu sais, je vais tout donner pour donner une chance à mon équipe d'aller la longue route et tu sais, c'est sûr, c'est une expérience unique d'aller du pire au classement au meilleur, mais tu sais, on avait aussi une bonne équipe avec Como, tu sais, c'était juste, il y a des facteurs qui faisaient que en tout cas, hem, alors tu sais, j'ai aimé mon année là-bas. Maintenant, c'est un nouveau chapitre, puis je suis prêt à gagner ça. Parle-moi justement de ton passage avec le Drakkar de Bécomo, parce que quand même, ça a été un moment très formateur pour toi. Tu as tellement bien fait en quelques départs là, à ta toute première année, qui n'était pas une année complète, mais quand même. L'année suivante, on t'a fait confiance. L'an dernier, à 17 ans seulement, tu as été un des gardiens les plus utilisés dans toute la LHJMQ. Une excellente saison qui t'a valu d'être un choix de quatrième ronde des sénateurs d'Ottawa. Comment de te retrouver si jeune comme ça, à 17 ans, dans une telle situation comme gardien numéro 1 du Drakkar? Comment tu as vécu ça? Et je sais aussi que pour toi, là, c'était une première de disputer autant de matchs dans une saison parce que, bien sûr, que ce soit au niveau M18 3A ou peu importe, on ne dispute pas autant de rencontres que ça comme gardien. Cette année-là, l'année dernière, à ton année de repêchage de la Ligue nationale de hockey, comment tu as vécu ça cette année-là? Bécomo, je suis convaincu aussi, tu l'as dit, tu viens de Montréal, on déménage sur la Côte-Nord. On s'en va loin de la maison jouer pour le Drakkar, qui est une belle organisation, qui a une belle histoire. Comment tu as trouvé ton passage sur la Côte-Nord? Ouais, tu Ouais, tu sais, sais, comme tu as dit, il y a 2 ans, j'ai joué une coupe de games, je pense environ 9 games. J'avais un rôle très protégé sur une très bonne équipe. Alors, tu sais, c'était vraiment une bonne manière de m'adapter au niveau de la ligue, à la vitesse, puis aussi avoir des tirs de qualité, des tirs de la Q. Tu sais, j'avais en pratique Justin Poirier, Justin Gill qui me tiraient dessus à 16 ans. Alors, tu sais, ça m'a vraiment aidé à m'améliorer comme gardien, puis comme personne. Puis, tu sais, on avait une bonne équipe et on s'est rendu en finale. Alors j'ai vécu ça. J'étais sur le banc, mais tu sais, j'ai vécu ça, j'ai vu ce que ça prenait. Puis ça a fait que, ben, tu sais, je pense que j'ai montré que je pouvais rester constant. Puis, JF notre coach GM, tu sais, il m'a fait confiance l'année passée. Je suis vraiment, hem, j'ai une grande gratitude envers lui. Tu sais, c'était vraiment, il a pris une chance sur moi, puis tu sais, j'allais pas le, tu sais, j'allais prendre cette chance puis rouler avec, puis tu sais, je pense que c'est ça que j'ai fait. Je goalais beaucoup, j'aimais ça, on gagnait des games. Tu sais, je pense que j'ai grandi beaucoup comme gardien. Il fallait que je focus surtout sur mon recovery après les games pour que je puisse être prêt pour la prochaine game, parce que comme tu as dit, c'est après une saison où je goalais autant. Hem, Puis c'est ça, alors tu sais, c'est tout des je me suis fait beaucoup d'outils que je peux utiliser pour le futur, puis pour quand éventuellement, tu sais, moi j'aimerais être pro, c'est sûr. Alors tu sais, utiliser ces outils-là, les apprendre à une jeune âge, c'était vraiment spécial, ouais. Je un peu de tout, tu sais, comme j'ai dit, tout ce qui est recovery, alors, tu sais, préparer ton corps avant un match, après un match pour que tu sois 100 à chaque journée. Hem, Outre que ça, mentalement, tu sais, je pense que depuis que je suis jeune, je travaille beaucoup sur la visualisation, hem, heu, mais je dirais que l'année passée, j'ai vraiment acquis de la constance mentale. Tu sais, il y a des games qui vont aller moins bien que d'autres, puis tu sais, mais je voulais
tellement que, tu sais, j'avais une mauvaise game, j'avais une game le lendemain que je goalais encore. Tu sais, juste être capable d'avoir ce switch puis de resetter mentalement, entre chaque game, c'était vraiment, vraiment important. Parle-moi de, justement, tu parles de recovery. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, entre autres les gardiens américains, quand ils arrivent au niveau professionnel. On le sait en NCAA, il y a beaucoup moins de rencontres. Puis présentement, exemple avec Jacob Fowler, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Le fait que c'est une première année professionnelle complète pour lui de disputer beaucoup de matchs. Qu'est-ce que ça fait sur le corps pour le gardien de but, justement, de devoir jouer autant de rencontres? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on entend très peu des gardiens comme toi vraiment nous l'expliquer concrètement. Qu'est-ce qui fait que ça peut être difficile, exemple, un 2 en 2 ou quelque chose comme ça? Parce que tu es sur la glace pour 60 minutes. OK, tu n'es pas les 60 minutes à être actif, mais la position papillon, debout, à terre, constamment, c'est quelque chose qui est très difficile sur le corps, même à un jeune âge. Est-ce que c'est vraiment ça, la composante physique, l'ardeur que ça demande au corps qui est difficile quand on augmente la charge de travail comme ça? Ouais, tu sais, c'est vraiment c'est un facteur, tu sais, c'est tous des mouvements qui sont pas naturels à ton corps. Alors, tu sais, ça fait pas longtemps que le papillon il a été inventé, puis tu sais, on sait pas encore c'est quoi les, les conséquences de faire autant de papillons puis de faire ces mouvements-là. Tu sais, j'espère que ça va pas être trop mauvais, mais en tout cas, tu sais, il y a ce facteur-là vraiment physique de tu tu fais des mouvements que ton corps, tu sais, il est pas nécessairement fait pour ça. Et quand il y a beaucoup plus de volume, tu sais, tu pas le temps, tu mets de l'emphase sur des muscles qui sont pas supposés d'être utilisés autant. Puis de l'autre bord, tu sais, tu l'as pas mentionné, mais moi je pense mental aussi, tu sais. Je pense que c'est en fait ça, qui est tellement plus difficile quand tu goals beaucoup, c'est l'aspect mental d'être il faut que tu sois focus pour 60 minutes, pendant toute la game, des hauts puis des bas, tu sais. Il faut que tu sois au même niveau d'émotion. Puis, aussi, tu sais, de game à game, hem comme j'ai dit, tu sais, tu peux avoir une mauvaise game, mais il faut que tu sois c'est pas juste pendant les games, le mental. Tu sais, si tu as des games, c'est des heures avant, même la soirée d'avant. Tu sais, moi, je pense dans la game, je visualise. Alors, tu sais, c'est vraiment tout ce que tu fais avant la game, après la game, c'est tout vraiment, hem, ben, fatigant pour le corps, tu sais. Puis, tu sais, je pense que tu sais, je l'ai vécu l'année passée. Je pense que j'étais 100 à la fin de l'année. Hem Mais tu sais, c'est à cause de tous ces outils-là que j'ai utilisés puis que j'ai développés. Tu parles de l'aspect mental, puis je trouve ça tellement fascinant t'entendre parler de ça. Puis je lisais, je pense que dans le Journal de Montréal, un article qui disait que toi, tes parents t'avaient suggéré commencer quand même très tôt à travailler avec des psychologues sportifs. C'est vraiment intéressant, puis je trouve déjà, clairement, le travail semble déjà porter fruit, là, juste à t'écouter parler. Mais c'est pas conventionnel d'entendre des jeunes dire qu'ils ont commencé ça plus tôt comme ça. Qu'est-ce qui avait peut-être inspiré tes parents à rapidement aller vers ça de ton côté, Lucas? En fait, c'est drôle, j'en ai parlé à mes parents, il y a 2 jours. Alors, je me souviens, je revenais d'un tournoi, puis on venait de gagner. En fait, c'est un tournoi, proche de Chicout, à Jonquière. On venait de gagner, puis moi, j'étais vraiment pas content avec mes performances. Tu sais, j'avais goalé en finale. Je pense que, tu sais, c'était pas ma meilleure game, mais on a réussi à gagner, puis tu sais, c'était ça l'important, mais je suis revenu chez nous, hem, des larmes dans les yeux, genre: «J'ai pas bien joué, genre je mérite pas». Hem, Puis ça, c'était en Pee-wee 2e année. Puis là, c'est là que ma mère, elle a tu sais, les 2 sont des sportifs, puis ils savent l'aspect mental, c'est très important pour les sports, surtout comme un gardien. Alors, tu sais, ils m'ont, suggéré c'est là qu'ils ont vu que peut-être c'est la meilleure idée de développer des outils, dès la jeune âge de Pee-wee. Wow, wow, fascinant. Puis c'est important quand même parce que c'est un travail qui est particulier. Puis tu le mentionnes, quand on est jeune, quand on est pee et tout ça, justement, c'est facile de se laisser emporter justement par d'émotions-là. Et tu parlais un peu plus tôt, le mental au sein des matchs et de match en match, et une mémoire courte
en partant. C'est la première chose qu'on dit. On dit ça des gardiens de but, puis on dit ça des demi-défensifs au football américain. On va dire la même chose des lanceurs au baseball. C'est important d'avoir la mémoire courte parce que la partie peut être 5-5, puis c'est pas grave. Il faut faire l'arrêt dans les moments finaux de la rencontre. Donc, toi, tu as pu commencer à travailler sur ça. Donc, dès l'âge, puis oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis déjà, j'imagine, moi, je t'écoute parler, puis j'ai vraiment l'impression que ça te donne un edge. Là. Sens-tu déjà peut-être que tu as un bagage, une expérience peut-être supérieure à la moyenne pour ton âge? Tu sais, je dirais peut-être pas supérieur, mais tu sais, je pense que j'ai tellement travaillé dessus, depuis mon jeune âge. Tu sais, je pense que quand tu es jeune, tu es capable de plus, apprendre. Puis vu que je l'ai appris tellement jeune, c'est des habitudes, c'est devenu des habitudes. Puis tu sais, c'est vraiment, dans mon cerveau. Alors tu sais, peut-être ça serait ça un avantage de commencer jeune. Puis, mais tu sais, ça veut pas dire que j'ai arrêté de travailler. Alors tu sais, j'ai eu un petit peu un head start, je dirais, mais, alors c'est sûr ça m'aide à jouer, à goaler. À quel point ça t'a aidé cette année? Ben, je dis cette année, mais aussi, je pense, dans le M18 3A avec le Royal Rousseau aussi. Tu sais, on a parlé tellement souvent à ce balado-là, là, Lucas. Là, moi, je le répétais tellement souvent que je trouvais ça incroyable ce que tu faisais avec le Drakkar de Bécomo cette année. Malgré les défaites qui s'accumulaient, tu continuais de livrer des performances vraiment extraordinaires. Moi, je pense que c'est quelque chose, non seulement qui est bon pour un gardien de but, je vais même plus loin, je trouve que c'est important pour un gardien de but, au moins à un moment dans son parcours, de vivre ça. Je pense que c'est quelque chose qui aide énormément. Euh, Est-ce que tout l'aspect mental que tu travailles, ça t'a aidé cette saison avant la transaction, justement, à être concentré sur d'autres résultats que le résultat collectif qui était difficile avec le Drakkar? Ouais, tu sais, c'est sûr que tu veux toujours gagner, mais c'est pas tout dans ton contrôle. Tu sais, c'est un sport d'équipe, puis, hem, puis il y a beaucoup de facteurs. Puis, tu sais, je pense que une des outils que j'ai appris, c'est, tu sais, juste de focuser sur ce que tu as en contrôle. Alors, tu sais, je pense que c'est pour ça que j'ai pu, garder mon équipe dans beaucoup de games, c'est parce que, tu sais, moi, j'allais goaler ma game, j'allais donner une chance au Drakkar de gagner. Puis, tu sais, si ça arrivait pas, whatever, ben, on s'en fout. Puis, prochaine game, même chose, tu sais. Puis, heu, peut-être ça va débloquer, peut-être pas, m'en fous. Moi, je vais juste goaler ma game puis faire ce que je peux pour donner une chance à mon équipe. Tu te retrouves donc maintenant avec les Saguenayens de Chicoutimi. On en parlait un peu plus tôt. Les objectifs sont très élevés avec cette équipe-là cette année. L'idée de vivre un long parcours éliminatoire, comment tu vois ça cette année? Je sais que tu l'as dit, tu l'as vécu plus sur le banc, d'être allé en finale, là, de le vivre potentiellement comme gardien numéro un, et non seulement ça, mais comme membre très important de l'équipe. Comment tu envisages le reste de ta saison et les séries éliminatoires sur un plan collectif? Ouais, alors comme tu as mentionné, tu sais, je l'ai déjà vécu à 16 ans. Alors, tu sais, je sais que c'est vraiment beaucoup de travail se rendre loin, physiquement, mentalement, comme j'ai dit. Tu sais, il y a beaucoup de games avant de se rendre en finale ou à Coupe Mémoriale, whatever. Alors, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire pendant les playoffs, mais tu sais, c'est ça, c'est pour ça que tu joues au hockey, tu sais. Moi, en tout cas, c'est pour ça que moi je joue au hockey, tu sais. J'aime ça compétitionner, j'aime ça jouer des grosses games avec beaucoup de pression. Hem et tu sais, je pense que je vais donner une chance, je vais faire ce que je peux pour donner une chance à mon équipe à chaque journée, puis à chaque game d'ici les playoffs, puis on va voir les résultats. Parle-moi un peu de comment tu as vécu ton repêchage l'an dernier dans la Ligue nationale de hockey. Je sais que c'est ton objectif. Je sais que éventuellement tu veux porter le chandail des sénateurs d'Ottawa. Quand tu as entendu ton nom, comment tu as vécu ça? Comment tu as peut-être vécu aussi les premiers camps de perfectionnement? Tu sais, je sais que j'imagine que tu as eu la chance de côtoyer Linus Ulmark, qui est quand même un gagnant du trophée Vézina. Comment ça a été cette première expérience professionnelle? Puis comment tu as vécu ton repêchage, Lucas? Ouais, je dirais que c'est un peu anticlimatique, en fait. Tu sais, moi, je suis resté chez nous avec mes parents, mon agent. En fait, mon agent, c'est un ami proche. Tu sais, c'est rendu à ce point-là. Alors, on avait un petit party, juste entre nous. Puis, dans le fond, c'était la fin de la troisième ronde. Puis, il y avait euh, des commerciales. Alors là, je suis allé à la toilette, mais en me levant,
mon père, il a regardé sur son téléphone sur le live, puis tu sais, parce que pendant les commerciales, le draft continuait. Puis là, il a vu mon nom sortir, alors il a dit, hem: «Tu viens de te faire drafter par les sénateurs», tu sais? Alors, c'est un peu anticlimatique, tu sais, c'est supposé être le moment, heu, de tes rêves, tu sais, depuis que tu es jeune, tu vas être drafté dans la LNH, puis finalement, tu sais, c'est mon père qui l'a vu sur son cell, mais tu sais, ça a pas changé que j'étais vraiment content, puis tu sais, c'est vraiment un rêve devenu réalité. Hem et tu sais, j'ai une bonne petite célébration avec ma famille. Heu, Puis après, je dirais le camp de perfectionnement, hem, ben, c'était vraiment, hem, je pouvais voir ce que ça prenait pour être un pro. Tu sais, même avec juste ben, pas juste, mais tu sais, c'est des prospects, pas des vétérans puis trucs de même, puis tu sais, c'était pas facile, là. Les shots, ils venaient, c'était physique, rapide. Hem tu sais, on avait quand même beaucoup de joueurs qui jouent la AHL cette année, puis c'était vraiment un challenge pour moi, mais je pense que tu sais, je me suis amélioré à cause de ça, puis aussi ça m'a humblé un petit peu. Je dirais pas que j'étais, nécessairement trop confiant, c'était juste, j'ai vu vraiment que, tu sais, il reste une longue route, puis c'était juste step one, la 1re étape d'être drafté, puis, hem, ouais, je dirais ça serait ça. C'est mieux de s'en rendre compte tout de suite, de toute façon, que quelques années plus tard, en étant monde un petit peu, c'est pas une mauvaise chose. Je suis curieux, Lucas, en grandissant, tu sais, évidemment, tu es quelqu'un qui a grandi dans l'ère Carey Price. Est-ce que Carey, pour toi, c'était une idole? Est-ce que c'était le gardien que tu regardais le plus? Est-ce que c'était peut-être ailleurs? Moi, personnellement, quand j'étais jeune, c'était Marc-André Fleury. Pour toi, est-ce que ça a toujours été Carey Price ou il y a d'autres gardiens à travers la Ligue nationale de hockey de qui tu t'inspirais, peut-être que tu t'inspires encore aujourd'hui? Ouais, tu sais, je pense qu'il y en a eu beaucoup depuis que je suis jeune, mais là, c'est sûr que Carey Price, c'était vraiment mon idole d'enfance, tu sais. Hem, oui, parce que j'ai grandi à Montréal, mais aussi juste parce qu'en le regardant, il y a tellement de confiance, de swag, il est tellement calme, puis même s'il y avait pas nécessairement les meilleures équipes, il était capable de donner une chance à son équipe à chaque soirée de gagner. Alors, tu sais, j'ai vraiment pris inspiration de ça, puis je te dirais même, un petit, un un drôle de fait. Quand j'étais jeune, désolé, quand j'étais jeune, je mettais mon équipement dans le salon, puis je copiais ses mouvements en le regardant à télé. Tu sais, c'est vraiment le classique, là, mais J'allais dire que c'est un mais classique, ça. ouais, ouais, ça c'est le classique, mais tu sais, je faisais ça, puis c'était vraiment mon idole. Puis après ça, j'irais j'ai vraiment, j'ai pris grande inspiration de Jordan Binnington, son année de recrue où, tu sais, ils ont gagné la coupe Stanley. Juste comment, tu sais, il a joué dans la East Coast, il a fait le trajet, puis là, tu sais, il a pris son opportunité, puis il a roulé avec, puis tu sais, il était vraiment bon quand ça comptait, puis il a été capable d'amener son équipe à la coupe Stanley. Alors tu sais, c'était vraiment impressionnant. Hem, mais tu sais, tous les goalers dans la LNH, je leur regarde, tu sais, c'est tout, pas nécessairement mes idoles, mais tu sais, je regarde, ils ont tous de quoi d'intéressant à amener à ma game. Hem, alors ouais, je dirais ouais. C'est la bonne façon de voir ça, de toute façon. C'est Memba mentality, hein? Kobe Bryant, il essayait d'amener à chaque année quelque chose qui s'inspirait de quelques d'adversaires dans la ligue. Tom Brady, à la fin de sa carrière, il regardait les jeunes corps arrière puis qu'est-ce qu'il faisait de différent de son époque. On peut tout le temps s'inspirer de ceux qui sont professionnels, même si c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs du circuit. Avant de te laisser aller, Lucas, je termine tout le temps avec des questions en rafale avec les invités. C'est des questions un peu plus ludiques, mais avec toi, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial parce que toi et moi, on a un point en commun. Et je dois te féliciter. Moi, à la base, c'est comme ça que tu étais tombé sur mon radar la première fois. Tu es un king du goalie gear swag. D'ailleurs, j'ai déjà très très hâte de voir qu'est-ce que tu vas concevoir comme gear avec les Saguenayens de Chicoutimi. J'ai vu, tu as reçu ton masque. C'est ça? Ou c'est-tu juste un Ouais, wrap? Mais ouais. ça avait l'air d'être un masque complet. Là. Il y a ton numéro et tout dessus. Ouais, j'ai reçu mon masque, dans le fond, Sylvie Poitras
la madame qui peinture, mes masques, elle est de Chicout. Alors, tu sais, j'ai Oh, eu un wow! peu, un VIP, service, là, c'était vraiment rapide, puis, je l'aime vraiment, elle a vraiment fait une bonne job. J'ai juste vu de loin, mais j'ai-tu cru remarquer qu'il y a la couronne comme que sur le logo dessus? Ouais, hein? Ouais, tu sais, dans le fond, il y a le logo des Sags, il y a la couronne, il y a la rivière du Saguenay, puis il y a des couleurs, tu sais. Alors c'est un peu tough de trouver des idées qui matchaient vraiment, les Saguenay, mais c'est ça que j'ai trouvé, tu sais, je pense que ça fait du sens, la couronne sur la tête, puis, ouais, puis, elle a vraiment fait une bonne job avec ça. J'ai donné une couple d'idées d'inspiration, mais tu sais, j'ai donné vraiment, j'ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait aussi. Ah, à première vue, là, j'ai hâte de voir des photos de plus proche, mais ça semble effectivement un beau travail. J'aime beaucoup la couronne, ça me semble bien fait. Euh, on va regarder tes différents gears au fil des années avec le Drakkar de Bécomo. Si vous écoutez cet épisode en format audio, je m'excuse, c'est très rare, mais ce segment-ci sera un petit peu plus visuel. Alors, ça, c'était ta première année des Von V10. D'ailleurs, tu portais le numéro 40 au début, avant de changer pour le numéro 33. J'avais complètement oublié ça. Euh, Splendide, celle-là, Lucas, honnêtement. Là, moi, j'ai toujours été un fan des Von Velocity, mais j'aime beaucoup comment tu utilises toutes les couleurs qui sont disponibles au sein de tes différentes équipes. Ce qui m'amène à ton deuxième gear. Quand tu avais été All White avec le Drakkar, est-ce que c'était juste en attendant tes jambières d'après, celle-là? Ouais, dans Ouais, le dans le fond, fond, tu sais, j'ai parlé avec le représentant de Bauer, puis j'ai vraiment aimé ses pads. Je voulais avoir des Bauer, mais tu sais, ça prenait du temps à avoir mes nouveaux. Alors il m'a prêté, des samples. Alors tu sais, c'est pas, nécessairement mon style, mais tu sais, ça fait de la job pareil, puis ouais. j'avais hâte de te demander. Je m'en doutais, je me disais, ça me c'est pas un gars d'All White. C'est bien All White, mais c'est un peu plate. Ça ici, par contre, tes jambières de l'an dernier. Alors, pour ceux là, qui nous écoutent en format audio, l'an passé, Lucas avait des jambières toutes rouges avec des flammes, jaunes et blanches, un petit logo également du raccord de Bécomo. On parlait de Carey un peu plus tôt. Je me trompe-tu si je dis que c'est inspiré par ses jambières rouges du début de sa carrière? Parce que sans être exactement les mêmes flammes, moi, c'est surtout en haut de la jambière. Là, ça ressemble vraiment aux jambières que Carey a déjà portées avec le Canadien, non? Ouais, dans le fond, quand j'avais mes Vans, j'avais l'idée de faire un digiprint, ben, la même chose que Carey Price dans le temps, avec ses pales rouges. Puis là, quand j'ai switch à Bauer, j'ai pas eu cette liberté-là parce que c'était un design vraiment Vaughn, puis ils avaient pas le droit. Mais tu sais, j'ai vraiment pris inspiration de ce design-là, puis c'était un peu hommage à mon idole. Ce qui nous amène à tes jambières que tu avais. Ben, en fait, tu les portes encore au moment où on enregistre cet épisode. Euh, des écailles de dragon. Et ce qui me fascine, Lucas, c'est que c'est toi qui as dessiné ces jambières-là. Tu as vraiment un côté artistique en toi, ou du moins une créativité franchement intéressante. Donc, je me trompe pas, là, c'est toi vraiment qui as pensé, qui as conceptualisé ça. Il me semble avoir vu que c'est même toi qui avais fait les premiers sketchs, non? Ouais, dans le fond, ma mère, elle était artiste, et tu sais, j'ai amené ça on a travaillé dessus, ensemble, sur Photoshop. On faisait tu sais, au début, c'était pas juste des écailles, c'était une tête de dragon, quelque chose. Finalement, ça fonctionnait pas. Alors on a aussi mon père, tu sais, c'était vraiment un job à 3, puis finalement on a trouvé, que c'était vraiment hot de faire des écailles toute la pad. Puis au début, je voulais avoir des genres de griffes sur la mid puis le blocker pour faire puis après avec le casque, tu sais, c'est une tête de dragon. Alors, tu sais, ça serait les mains du dragon, les jambes puis la tête. Alors je serais le dragon. Finalement, j'ai pas pu faire ça, mais tu sais, je suis vraiment content avec comment que ça avec l'exécution, puis tu sais, je pense que c'est vraiment mes pads préférés, que j'ai portés à date, puis, tu sais, c'est vraiment les pads que je me suis laissé aller avec la créativité, puis, je vais te spoiler un petit peu, mes nouvelles pads, à Chicout, ils vont être très créatifs aussi, puis je pense que tu vas les aimer si tu aimes ceux-là.
Oh, celle-là, honnêtement, c'est parmi les plus belles que j'ai vues. Vraiment, là. Euh, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit. Je me demandais pourquoi, à la base, tes gants, il n'y avait pas de blanc comme sur les jambières. Puis là, je comprends avec l'effet que tu voulais créer. C'est honnêtement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est entendre ton processus créatif. Je trouve ça fascinant. Tu sais, souvent, les athlètes, des fois, c'est pas quelque chose que nécessairement tout le monde a ou sur quoi tout le monde aime, mais d'entendre vraiment que tu aimes le côté créatif de cet aspect-là, c'est vraiment le fun à entendre. Puis, ben, écoute, c'est franchement réussi. Là. Moi, je suis beaucoup de pages sur les réseaux sociaux là, de Gear Nerd et t'étais partout au début de l'année avec cet équipement-là. Il y a une partie de moi qui est triste de voir que tu les porteras plus, mais je suis convaincu que ce que tu vas concocter avec les Saguenay de Chicoutimi, ça va être pas pire. Tu t'attends-tu à les recevoir bientôt? Là? Cette semaine, la semaine prochaine, ça s'en vient, là. Ils sont sur la route. Mais si je me trompe pas, j'avais lu. T'es comme ça aussi un peu hors glace, non? Il me semble t'avoir déjà entendu une entrevue avec toi où tu parlais là, de David Pasternak, entre autres, que t'aimes beaucoup son style hors glace et tout ça. Donc, ce côté un peu flamboyant, ce côté créatif, que ce soit avec les vêtements ou tout ça, c'est vraiment quelque chose que t'aimes beaucoup, non? Ouais, tu sais, je pense que ma deuxième passion, c'est la mode. Heu, Tu sais, j'ai grandi dans le plateau, de Mont-Royal, puis c'est vraiment une grande culture là, l'art, puis, la mode. Alors, tu sais, une de mes passe-temps préférés, c'est d'aller à friperie, puis trouver des vêtements qui me font ou même qui me font pas, puis de les modifier de manière qu'ils me le font. J'ai une machine à coudre, tu sais, je T'as commence une machine à à coudre? Ça, je savais utiliser pas. les Wow! ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai eu de la misère, avec, tu sais, c'est un vieux il est vieux, je l'ai acheté deuxième main, mais tu sais, mon but, c'est d'apprendre comment modifier mes vêtements avec cette année, ouais. C'est niaiseux, mais avoir un hobby comme ça qui est tellement, mais tellement à l'extérieur du hockey. On parlait de l'aspect mental et tout ça tantôt. Est-ce que ça t'aide dans ta job de gardien de but, justement, d'avoir quelque chose qui te sort complètement, qui te change les idées, qui est complètement ailleurs, qui est même pas proche, entre guillemets, de ton domaine sur la glace? Ouais, je dirais que, tu sais, ça si tu passes toujours au hockey, pas nécessairement une bonne chose. Pour ça, hem, il y a beaucoup d'athlètes qui jouent à des sports différents l'été, hem, pas juste pour ça, fait tu sais, c'est une des raisons, puis je pense que, tu sais, la même affaire pour moi, tu sais, je suis capable de passer à autre chose, hem, puis prendre, du repos mental, hem, entre les games, entre les pratiques, puis, au début de l'été aussi. Suis-tu un peu les gars maintenant cette année qu'il n'y a plus de dress code dans la Ligue nationale de hockey? Tu prends-tu des notes pour les fêtes? Moi, personnellement, je peux me permettre, Mikhail Sergachev, je trouve qu'à date, c'est pas mal lui qui a le plus réussi le nouvel ère de la Ligue nationale de hockey où il n'y a plus de dress code. Je sais pas toi s'il y a quelqu'un qui t'a accroché, là, mais moi, pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, allez suivre le compte du Mammouth parce que Mikhail Sergachev, c'est pas mal un. Disons qu'il a un bon style. Ouais, je dirais qu'il y en a quand même beaucoup qui me surprennent, mais tu sais, honnêtement, tu sais, il y a des outfits qui sont nécessairement pas, mon style, que je porterais pas moi-même, mais tu sais, je respecte vraiment, la créativité, la créativité, genre, tu sais, comme Nylander, Pasternak, Laine, ils ont beaucoup de créativité, puis c'est vraiment du fun à avoir, puis prendre de l'inspiration d'eux, puis c'est sûr que je prends mes notes, puis, hem, un jour, peut-être, je vais avoir, un bon outfit pour une game. Je surveille déjà la journée de ton premier match dans la Ligue nationale de hockey. Je vais aller suivre le compte des sénateurs d'Ottawa pour quand ça va arriver à ce moment-là pour voir la marche dans le tunnel de Lucas Beckman. Hey, Lucas, t'as été super généreux. Merci beaucoup de ton temps. Ça a été un peu plus long qu'en temps normal, mais Colin, on s'est rejoint sur tellement de points, ça me surprend pas du tout. Bonne suite de saison avec les Saguenay de Chicoutimi. Je vous souhaite une bonne saison régulière, mais surtout un long parcours éliminatoire. J'ai très, très, très hâte de voir ton gear. Ça va certainement sortir bientôt sur les réseaux sociaux. Puis on se reparle très bientôt. Merci. C'est ce qui va conclure cette autre édition du Balado aux quatre coins. Merci à Raphaël Doucet pour la coordination. Merci également à Lucas Beckman pour son temps très apprécié. Lucas qui a été très généreux de son temps. Allez
vous rendre à des matchs des Saguenay de Chicoutimi cet hiver. Ça vaut la peine. Et bien sûr, merci également à David Brien pour sa participation à l'émission. Abonnez-vous à la page YouTube de la LSJMQ si ce n'est pas fait. Le podcast est également disponible en format audio sur toutes vos bonnes plateformes. Et on se reparle lors du prochain épisode du Balado aux quatre coins. Bye!